Nous sommes aujourd'hui au camp d'Émile, ancien camp de déportation et d'internement situé entre Aix-en-Provence et Marseille. Lieu hautement symbolique de notre mémoire européenne et plus particulièrement française, car c'est ici que le gouvernement de Vichy a décidé d'interner des hommes, femmes et enfants juifs. Ces hommes, femmes et enfants termineront déportés en 1942 au camp d'Auschwitz-Birkenau. À l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le Vertige identitaire, publié chez Actes Sud, Alain Chouraki, président et fondateur du site du camp d'Émile, nous fait l'honneur d'échanger avec nous. Il sera accompagné par maître Raphaël Fernandez, bâtonnier au barreau de Marseille. Ensemble, dans un souci d'éclairer le présent, nous aborderons ces mécanismes-là qui menèrent par le passé aux pages les plus sombres de notre histoire. Messieurs, je vous remercie d'être parmi nous. Alors avant de rentrer dans le cœur de votre livre, Monsieur Chouraki, Le Vertige identitaire, je voudrais que vous évoquiez l'importance de ce lieu, le camp d'Émile, pour aujourd'hui, et ainsi que le travail extraordinaire que vous avez réalisé pour la survie de ce site mémoriel. Merci de le qualifier ainsi, mais il est vrai qu'objectivement, le camp d'Émile est aujourd'hui le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact, et l'un des deux seuls en Europe. À ce titre, effectivement, c'est un patrimoine important. Tout le travail qui a été effectué avant l'ouverture de ce lieu, pendant 30 années, par une équipe où il y avait surtout à l'origine, en 1982, d'anciens déportés, d'anciens résistants, non pas du camp d'Émile spécialement, puisque ceux-là on ne les connaissait pas à l'époque, mais des résistants et des déportés qui se sont aperçus, qui ont été alertés sur le fait qu'une partie du camp d'Émile risquait d'être détruite, la partie des peintures murales laissées par les internés. Bref, cette équipe s'est mobilisée à ce moment-là autour d'un lieu qu'on ne connaissait pas, que beaucoup ignoraient et que la plupart voulaient ignorer. Nous sommes donc mobilisés pour non seulement sauver un lieu, mais en faire un outil qui éclaire le présent. Et cela, ça a été dans l'esprit des anciens, mais aussi bien sûr de la génération suivante, dès l'origine. Il ne s'agit pas de garder un lieu de mémoire tourné vers le passé, mais tourné vers le présent. Alors bien sûr, le passé est le socle, mais ce qui a été essentiel dans les 30 années de combat mémorial pour faire émerger le lieu en 2012, donc je disais de 1982 à 2012, ce qui a été essentiel était de dire construisons une mémoire référence pour aujourd'hui et pas seulement une mémoire révérence aux souffrances du passé. Donc ça a impliqué tout un travail scientifique dont je parlerai peut-être tout à l'heure, mais qui était tout à fait essentiel. Dans ce lieu, il y a eu un engrenage de persécution contre des étrangers qui, pour la plupart, étaient des amis de la France, réfugiés en France, et qui ont été enfermés par la République d'abord, en tant que suspects, puisqu'ils relevaient pour beaucoup de pays en guerre, allemands, autrichiens, bref, des ressortissants du Reich. En réalité, la plupart étaient des antifascistes qui s'étaient réfugiés ici. Donc, première injustice, en quelque sorte. Et puis, ensuite, en 1940, c'est Pétain qui arrive, qui, lui, ne se trompe pas, qui garde les mêmes
parce qu'il a compris qu'ils étaient antifascistes, donc contre le régime vichiste en particulier, et qui, à ce moment-là, élargit les internés à toutes sortes d'antifascistes, des anciens des brigades internationales, des communistes italiens, des réfugiés démocrates d'un peu partout, des députés allemands, etc. Et parmi eux, un très grand nombre d'artistes et d'intellectuels qui s'étaient réfugiés en France ou qui se sont réfugiés après, bien sûr, l'ouverture des camps, mais qui y ont été mis, y compris de très grands noms comme Max Ernst, Franz Bellmer, Léon Feuchtwanger, des prix Nobel, l'inventeur de la cortisone. Bon, bref, il y avait dans ce lieu une intensité intellectuelle et artistique, je dirais, qui a laissé beaucoup de traces, en particulier sur les murs, mais aussi dans les activités de résistance par l'art et par la création que nous essayons de poursuivre, bien sûr, en écho à ce qui s'était passé. Donc il y a eu cette deuxième étape, et puis la troisième étape qui donne, j'allais dire, toute sa perspective aux étapes précédentes, c'est la déportation de 2000 hommes, femmes et enfants juifs, y compris des enfants, donc une centaine d'enfants que les Allemands ne demandaient pas. À tout cela, vous l'avez compris, avant l'occupation allemande de la zone sud, donc sous autorité française. Je voudrais faire juste là-dessus une petite précision. Le président Chirac a fait avancer notre pays dans la lucidité en disant en 1995, 50 ans après les faits, la responsabilité de notre pays. Bon. Mais c'était au Veldiv, c'était très bien, mais c'était au Veldiv où des policiers français ont agi sous autorité allemande. Au camp d'Émile, ce furent des policiers et des gendarmes français sous autorité française, y compris la proposition de déporter des enfants que les Allemands ne demandaient pas. Alors le but n'est pas du tout de nous battre la coulpe comme Français, pas du tout. Le but pédagogique depuis le début était de dire attention, il n'y a pas que les méchants Allemands et les méchants nazis dans un temps méchant qui ont pu être méchants, mais tous les peuples, y compris le nôtre, ont été capables de saloperies, soyons clairs, de choses sales, de choses horribles, et peuvent l'être à nouveau. Donc c'était plus une alerte à un moment, une alerte sur soi-même, sur nous-mêmes, sur tous les peuples, sur toutes les personnes, à un moment où on avait trop tendance à considérer que les Français, enfin qu'avec les Allemands et les nazis qui étaient les méchants. Donc c'est vraiment l'objectif d'éducation à la citoyenneté qui a été, pour le présent donc, qui a été mis en avant dès le début. Comment faire pour que cette histoire parle et ne parle pas que d'elle-même et des souffrances? Comment faire pour passer du plus jamais ça au comment faire pour que plus jamais ça? Très bien, merci. Maître, restons sur ce lieu un instant. La LICRA a un magazine qui s'intitule « Le droit de vivre ». Et les trois piliers de notre République sont la liberté, l'égalité et la fraternité. L'homme libre, c'est celui qui reconnaît à son prochain une égalité de droits qui leur permet de vivre en fraternité. Pourtant, ce lieu, qu'est le camp d'Émile, représente l'anéantissement même de cette vision fraternelle. Alors, ma question est la suivante, c'est qu'est-ce que la justice peut faire et quel est le rôle de la justice pour prévenir à ce genre d'atrocité? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que si j'ai accepté de faire cette interview, cet échange, c'est parce qu'on est dans un lieu symbolique ici et que ce lieu, il est sur le territoire méditerranéen, qu'ici, c'est principalement des Marseillais qui ont été amenés de force et que c'est donc notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, de nos anciens. Et moi, je sais qu'autour de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, il y a des gens qui sont venus ici pour leur appartenance religieuse, syndicale et philosophique. Et donc, ce lieu matérialise le fait que ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe ici. Et on est, M. Chouraqui l'a rappelé, on est dans un lieu très symbolique parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Et ça nous permet à un moment donné de tous pouvoir nous retrouver ici pour voir ce qui s'est passé avant et surtout pour essayer de mettre en place des mécanismes intellectuels chez les jeunes notamment pour que ça ne se reproduise plus. Donc ça, c'est vraiment pour cette raison que j'ai accepté cet échange et aussi parce que la LICRA, me semble-t-il, depuis maintenant plus de 90 ans, porte un message de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et j'allais dire tous les excès humains que l'on peut rencontrer
chez l'être humain, justement. Ensuite, vous posez une question qui touche à la justice. La justice, c'est, me semble-t-il, celle qui doit permettre à un pays de trouver un équilibre dans les rapports entre les êtres humains, qui doit permettre à chacun de pouvoir obtenir l'effectivité de son droit lorsqu'il estime que celui-ci est bafoué. Et c'est cette justice humaine qui œuvre au quotidien pour que, justement, nos libertés individuelles et collectives soient respectées et soient appliquées. Donc, sans justice indépendante, il ne peut pas y avoir de respect de ces libertés individuelles. Et c'est d'ailleurs un véritable problème aujourd'hui parce que la justice française, elle est quand même très souvent attaquée. On l'a dit laxiste, on l'a dit lente. Et en fait, me semble-t-il, elle n'est pas laxiste. Et quand on vient quotidiennement au sein des juridictions, on voit que les juges ne le sont pas, notamment en matière pénale. Et en revanche, elle est lente. Elle est lente parce qu'elle est engorgée. Et elle est engorgée parce qu'elle manque de moyens humains et personnels. Et là, toute la difficulté d'un pays, c'est que quand le citoyen, le justiciable, a l'impression qu'il ne peut plus obtenir justice par une voie démocratique, quel est le réflexe humain? Le premier réflexe, c'est de faire sa vengeance privée. Et on retombe dans une logique de guerre entre individus. Donc si je devais porter un message aujourd'hui, c'est de dire que la justice qui porte l'équilibre au niveau de nos institutions et qui protège les droits de chacun dans un pays, et on en parlera je pense tout à l'heure, qui même porte une grande partie de toutes les valeurs démocratiques que ce monde connaît, eh bien cette justice, il faut la protéger, il faut la valoriser. Et finalement, il pourrait même imaginer qu'il pourrait y avoir un lieu pas comparable au Camp des Milles, mais un lieu dans lequel les jeunes, et on en parlera je crois plus tard dans une question, les jeunes pourraient venir apprendre ce que c'est la justice, comment ça fonctionne, et surtout, qu'est-ce que ça amène de bénéfique au quotidien des Français qui souvent sont éloignés, n'ont pas accès à une justice quotidienne. Vous n'allez pas plaider votre cause devant un tribunal tous les jours. En général, en moyenne, un Français, il rencontre son juge à peu près 2 fois dans sa vie. C'est peu. Mais quand il le rencontre, le juge doit être en capacité de lui montrer l'effectivité de ses droits, et c'est ça qui est important, et c'est aussi pour ça qu'on se bat. Et dans ce schéma, je terminerai là-dessus, dans ce schéma de protection des libertés, les avocats, parce qu'ils sont les défenseurs naturels de tout un chacun, du plus petit, du plus miséreux au plus riche, sont en capacité d'être les porteurs de voix, les porteurs de plumes aussi, beaucoup maintenant, dans une justice plus écrite qu'orale, les porteurs de voix de la protection des libertés, de vous, de moi. Et dans ce schéma-là, je crois que les avocats et les juges sont deux professions qui aujourd'hui doivent fonctionner ensemble pour que cette société démocratique auquel nous sommes tous attachés et qui aujourd'hui peut vaciller par des évolutions dont on va parler également, et bien pour que ces juges et ces avocats permettent une effectivité de la reconnaissance des droits par une justice démocratique. Merci maître. Monsieur Chouraki, dans Le Vertige identitaire, à présent votre livre, vous abordez les étapes, les rouages qui peuvent mener et ramener aux pages les plus sombres de notre histoire européenne. Et pouvez-vous nous décrire ce processus-là qui conduit à ces atrocités et que vos recherches ont permis de dévoiler, ainsi que peut-être pouvez-vous nous parler de votre méthodologie de travail? Très bien, et je pense que ce qu'a dit le bâtonnier fait transition parfaitement avec votre question, parce qu'il est vrai, j'y viendrai dans un instant, il est vrai que la justice indépendante, l'atteinte à l'indépendance de la justice, à l'indépendance des médias, à l'indépendance dans la justice des barreaux et des magistrats, est un des critères historiques d'une démocratie qui faiblit ou qui a disparu. Nous le voyons aujourd'hui dans certains pays dictatoriaux de façon très claire, mais aussi dans des régimes que l'on pourrait qualifier d'hybrides à l'est de l'Europe. Et nous le voyons dans la plupart des cas où une démocratie défaille. On s'en prend d'abord à l'indépendance des juges, à l'indépendance des médias, à l'indépendance des ONG. Bon. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête comme un critère, peut-être même le critère
d'affaiblissement et de glissement dans une démocratie affaiblie ou que l'on veut affaiblir. Alors, je disais que ça fait transition parce que précisément les analyses que nous avons faites, quand je dis nous, c'est les équipes du Camp des Milles et en particulier les équipes de chercheurs, mettent en avant des caractéristiques propres à chaque étape de ce qui historiquement a pu conduire au pire. Et je essaierai de le montrer, et qui peut encore conduire au pire. Bon. La méthodologie est une méthodologie que nous avons développée, en particulier dans le cadre d'une chaire de l'UNESCO que nous avons créée, qui rassemble des institutions universitaires et mémorielles d'une vingtaine de pays, de plusieurs continents. L'intitulé de cette chaire est explicite: Éducation à la citoyenneté, sciences de l'homme et convergence des mémoires. Alors, quel est le sens de ce mot convergence des mémoires? Outre le fait qu'il cherche à contredire, à casser l'odieuse concurrence des mémoires à laquelle nous sommes confrontés parfois. Le sens est le suivant. Lorsque nous avons, nous et d'autres, analysé scientifiquement les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui ont conduit au pire au Camp des Milles et plus largement dans la Shoah et dans la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque nous avons fait cela, que l'on a découvert par exemple le rôle de l'effet de groupe, le rôle de la soumission aveugle à l'autorité, des préjugés, lorsque l'on voit aussi que dans la Shoah, il y a eu plusieurs étapes sur lesquelles nous allons revenir, la question qui se pose tout de suite, c'est: était-ce propre à la Shoah? Autrement dit, un événement aussi extraordinaire soit-il, mais unique en quelque sorte, ou est-ce que les analyses faites, les mécanismes qui ont été à l'œuvre sont des mécanismes plus universels? Autrement dit, est-ce que l'on peut considérer la Shoah comme un paradigme, c'est-à-dire une sorte de modèle qui permet d'expliquer ce qui conduit au pire, et aussi d'ailleurs, heureusement, nous y insistons beaucoup, nous sommes devant le mur des actes justes, la possibilité de résister? La question a été posée ainsi, et la seule manière de répondre à cette question, la Shoah ne parle-t-elle que d'elle-même ou la Shoah parle-t-elle des fonctionnements humains en général? La seule manière, c'était évidemment de regarder d'autres grands drames. Et c'est ainsi que, je vous épargnerai les raisons pour lesquelles le Conseil scientifique a choisi le génocide des Arméniens, même s'il y a beaucoup d'arguments évidents, mais le génocide des Arméniens, le génocide des Tutsis au Rwanda et les crimes à caractère génocidaire contre les Tziganes. Nous avons donc analysé l'ensemble des processus qui ont conduit à ces tragédies, et nous avons, heureuse surprise pour des chercheurs, beaucoup moins pour des citoyens et des humains, nous avons vu que les mécanismes étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous constatez que des mécanismes sont les mêmes en Europe, en Asie avec l'Arménie, en Afrique, vous n'êtes pas loin, en sciences sociales, à cette échelle en plus, de pouvoir généraliser. C'est-à-dire de considérer qu'on touche là à des mécanismes universels. Et si ce sont des mécanismes universels, ce sont des mécanismes intemporels qui peuvent s'appliquer aujourd'hui, hier bien sûr, et demain. Donc, notre propos de convergence des mémoires, qui consistait à repérer ce qu'il y avait de commun, et une large partie des mécanismes, je vous l'ai dit, la quasi-totalité des mécanismes est commune à l'ensemble de ces tragédies, nous touchons donc là une espèce de vérité universelle, y compris pour le présent, qui permet de se repérer dans la lecture du présent à la lumière des clés de compréhension du passé. Il y a donc une combinaison, vous l'avez compris, de mécanismes individuels, psychosociaux, j'évoquais l'effet de groupe, les préjugés, etc., et des mécanismes plus collectifs et institutionnels. Là, nous avons repéré chaque fois un terreau à partir duquel une spirale, un engrenage, nourri par un extrémisme identitaire,
c'est peut-être le mot le plus important dans tous ceux que je vais prononcer et tous ceux que nous prononçons dans ce lieu, ce sont chaque fois des extrémismes identitaires, nationalistes, religieux ou ethniques qui sont le moteur des étapes qui, à partir du terreau, peuvent conduire au génocide ou au crime de masse. Le terreau, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on trouve dans chaque société. Des divergences légitimes d'opinion, des divergences légitimes d'intérêt, et puis des oppositions parfois moins légitimes, parfois légitimes. Bref, dans toute société, on a des préjugés, la peur de l'autre, du racisme du coup, de l'antisémitisme, de la xénophobie, etc. Tout cela fonctionne dans toutes les sociétés, mais je dirais, non pas à bas bruit, mais d'une façon relativement contrôlable. Bon. Et en particulier, la démocratie est faite pour articuler de façon pacifique les oppositions d'opinion, de point de vue et bien sûr d'intérêt. Bon. Lorsque la démocratie faiblit, ou lorsque les tensions s'accroissent, alors là, une spirale peut démarrer en 3 étapes. Première étape, je vais passer un peu vite, ce sont des premières crispations identitaires, une accentuation des difficultés dans le rapport à l'autre, des violences poussées par des minorités, des paroles de plus en plus dures contre d'autres groupes, et on peut en arriver si la résistance, y compris par la justice, n'est pas assez forte, on en arrive à une 2e étape. Je précise tout de suite que la 3e étape, ce sont les crimes de masse, c'est l'extension des persécutions à l'ensemble de la société. Personne n'est à l'abri à ce moment-là, et les persécutions se généralisent au point d'aller vers des crimes de masse sur des bases ethniques, religieuses ou nationalistes. Mais revenons à l'étape 2, qui est donc l'étape intermédiaire. Et revenons-y en particulier parce que en France, aujourd'hui, nous sommes dans cette étape. Cette étape, elle est caractérisée par 2 séquences dans l'histoire. La première séquence, c'est la perte de repères, des institutions attaquées et ébranlées, un rejet des élites, une domination du débat identitaire dans la société. Donc c'est plus seulement des crispations identitaires, c'est que, en gros, la question identitaire masque souvent les questions sociales, économiques, politiques, écologiques, n'en parlons pas. Bon. Donc, et bien sûr, une brutalisation, une augmentation des violences racistes, antisémites, xénophobes, et plus généralement, une brutalisation de la société. Vous voyez que, en énumérant cela, je parle du passé, c'est l'analyse que nous faisons du passé, et donc la convergence des mémoires nous fait nous souvenir que cela a été chaque fois comme cela. Mais vous avez probablement entendu ou réalisé que je parle aussi du présent. C'est-à-dire que nous sommes à ce moment où, dans l'étape 2, les caractéristiques de la première séquence sont là, que nous sommes donc susceptibles la société et peut basculer vers un régime autoritaire, vers un chaos autoritaire, que ce sont largement des circonstances, mais aussi des résistances humaines, y compris par le vote, qui peuvent permettre d'y échapper, et que si elles n'y échappent pas, alors là, nous avons un régime autoritaire qui se met en place, des atteintes aux libertés, nous l'évoquions tout à l'heure, indépendance de la justice, etc., et déjà des disparitions d'opposants, des internements arbitraires, etc. Et ensuite, je l'ai dit, la 3e étape, qui peut mener au pire. Donc, lorsqu'on a cette grille de lecture en tête, je peux vous dire que dans les milliers d'ateliers que nous faisons chaque année auprès des jeunes, il y a à peu près 600 000 jeunes qui sont déjà passés ici, 1 million de personnes, je parle bien sûr de visiteurs, heureusement, bon, qui ont visité ce lieu, et tous les jeunes font des ateliers. Lorsque nous nous formons des magistrats, des policiers, des gendarmes, des journalistes,
des animateurs, des clubs sportifs, eh bien, chacun nous dit « je me situe mieux aujourd'hui dans mes fonctions et dans mon rôle en réalisant à quel point la société, la démocratie est sur une ligne de crête ». Nous parlerons d'autres outils d'analyse dans un instant probablement, mais je crois que l'essentiel, c'est d'avoir cette grille de lecture en quelque sorte, que nous résumons dans un schéma récapitulatif et qui permet encore une fois non seulement de réaliser où nous en sommes, mais de réaliser l'importance à un moment comme le nôtre de ne plus rien laisser passer. Car la leçon principale, si l'on ne veut pas glisser et basculer, c'est qu'il ne faut plus rien laisser passer. J'aimerais rebondir justement sur ce que vous venez de dire. Est-ce donc à dire que la démocratie, notre démocratie, est en péril? Et je vais peut-être apporter une nuance, ou peut-on se dire que le régime qui est le nôtre et la constitution qui est la nôtre peut permettre d'endiguer, à travers la séparation des pouvoirs qui est la nôtre, le contrôle constitutionnel, d'endiguer une montée possible, dont vous faites référence dans votre livre, de partis extrêmes, de partis identitaires, de partis radicaux? Je pense que vous prendrez mon relais dans un instant sur ces thèmes-là, je le souhaite en tout cas, mais la réponse n'est pas simple évidemment. Je ne crois pas que les institutions puissent seules sauver la démocratie et la République. Sans un engagement citoyen large des individus, mais aussi des groupes et de ceux qui sont aux manettes, si je puis dire, de la justice, des forces de l'ordre, etc., les institutions peuvent être subverties, renversées, mais surtout subverties. N'oublions jamais qu'Hitler est arrivé au pouvoir après un vote, avec seulement un tiers des voix, mais des alliances avec des forces que l'on considérait comme démocratiques à l'époque, mais qui ont, en quelque sorte, qui l'ont aidé à tuer la démocratie. Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre remarque au passage, c'est que la démocratie n'est pas qu'une élection, loin de là. On nous dit souvent, ils ont été élus. Non, Hitler a été élu, et pour autant, est-ce qu'il faut lui serrer la main et considérer que son régime est légitime? Non, évidemment, la démocratie n'est pas qu'une élection, ce sont des principes, ce sont des règles, vous l'avez dit, ce sont des institutions, les principes de protection des droits et libertés, le principe de protection des minorités, le principe aussi de séparation des pouvoirs, vous l'avez dit, et d'équilibre des pouvoirs, donc l'existence de contre-pouvoirs indépendants. Donc tout cela, encore une fois, converge dans la possibilité de résister à un basculement possible, mais cela veut dire, c'était le début de votre question, que oui, la démocratie est aujourd'hui sur une ligne de crête. Nous avons de ce point de vue-là une ligne de crête ascendante, d'ailleurs, ce qui n'arrange rien. Vous imaginez le tableau, si je puis dire, la crête d'une montagne, on peut basculer, plus on monte, plus le basculement peut être dur. Nous avons mis au point un indice chiffré, qui s'appelle l'indice d'analyse et d'alerte républicaine et démocratique, l'indice HARD pour sourire un peu, qui s'appuie sur les paramètres caractérisant chaque étape, qui s'appuie sur la mesure de ces paramètres dans les institutions existantes, l'INSEE, la CNCDH, bref, des indices robustes, et qui aboutit à montrer que depuis 1990, nous sommes passés d'un indice 100 de risque pour la démocratie à un indice 488 en 2021. C'est-à-dire que la société française, à travers toute une série de paramètres, tirés de l'histoire, économiques, sociaux, juridiques, politiques, de violence, de présence des thématiques identitaires, etc. Donc à travers tout cela, cette mesure montre une multiplication par 5 des risques pour la démocratie. C'est énorme. Cela confirme nos analyses qualitatives que j'évoquais il y a un instant en disant voilà des paramètres, vous les reconnaissez, il n'y a pas besoin d'être grand chercheur. Une fois que la grille est sous les yeux, on voit bien où on en est.
Mais les chiffres le confirment. Et pourtant, Dieu sait que je me méfie des chiffres. Je suis un chercheur français tout à fait classique qui répugne à quantifier le qualitatif, sauf quand les chiffres couvrent une période très longue et marquent un mouvement très fort. J'avais donné comme instruction aux équipes d'ailleurs de ne pas publier l'indice s'il n'y avait de variation que de 30%. Non, nous sommes à 500%, 488%. Bon. Donc la tendance est forte et cela confirme que oui, notre démocratie est en péril. Elle n'est pas fragile, elle est fragilisée par beaucoup d'éléments et le basculement autoritaire est possible, ce qui, encore une fois, conduit à devoir réagir de façon particulièrement forte. Autrement dit, pour être très concret, lorsque on fait une blague raciste et qu'on n'est pas sur une ligne de crête, qu'on est au fond de la vallée, ma foi, c'est pas agréable, c'est pas acceptable, mais ma foi, j'allais dire, on risque pas de tomber très loin, si je puis dire. Bon. Lorsque l'on est sur la ligne de crête, alors là, tout compte. La moindre blague, la fake news que vous recevez sur Internet, avec parfois des propos et des commentaires terribles, on la refuse plus qu'avant. Il y a des moments où on peut se dire, bon, bah, il dit des bêtises, je ne réponds pas. Mais là, je dois répondre. Ne m'envoie plus jamais ça. J'arrête. Bien sûr, Maître, vous souhaitez répondre à la deuxième partie de la question sur la solidité des institutions. Exactement. Et peut-être comment réarmer notre appareil démocratique aussi également. Alors on va rentrer dans le droit constitutionnel, je vais avoir beaucoup de mal. Ce que je dirais quand même, c'est que d'abord, la Ve République, elle a maintenant, depuis 1958, elle a un long vécu. Donc elle a quand même montré une certaine solidité et ses rédacteurs, qui étaient à mon avis de très haute qualité, en sont à l'origine. Elle devrait, à mon sens, évoluer quand même, plus à la marge qu'en la cassant et la déconstruisant, parce que je ne vois pas à ce stade qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux. Mais c'est un vrai débat de constitutionnaliste. Ce que je peux dire quand même, ce que je sens, moi, ce que je vois, c'est que dans une période où l'État, où la société est fragilisée, c'est à ceux qui en sont à la tête de la protéger. Et donc, notre État de droit, il est assis sur un pouvoir législatif, sur un pouvoir exécutif et sur un pouvoir judiciaire. Et je crois qu'une des clés, pas la seule, on parlera d'éducation, on parlera de plein de choses après, mais une des clés, à mon avis, c'est que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, nos présidents, notre gouvernement et les députés et sénateurs devraient quand même, et je pense que c'est un peu le cas depuis quelques mois, mais pas suffisamment encore, prendre la mesure des conséquences d'une justice en faillite. Et je pense que si dans les 3 à 4 années devant nous, on arrivait à redonner à la justice sa vraie place, on permettrait de mieux protéger l'état de droit et donc on renforcerait cette société démocratique qui aujourd'hui est fragilisée. Voilà. Et je pense d'ailleurs, et ça a été dit, je partage complètement cette opinion, dans cette séquence 2 que vous avez abordée tout à l'heure, l'attaque contre la justice et contre les juges, on la retrouve dans tous les pays. Parce que ce socle qui garantit à chacun un état de droit, eh bien, si on ne le fait pas vaciller, on est empêché ensuite de pouvoir accéder, en tout cas, on accède beaucoup plus difficilement au pouvoir, parce que tout ce qu'on va déconstruire autour notamment des règles électorales, etc., c'est toujours les hautes juridictions françaises, notamment Conseil d'État, etc., qui en sont les garantes et qui peuvent empêcher, même dans un processus démocratique qui apparaît protégé à la base, qui peuvent empêcher que des fraudes, par exemple, apparaissent. Et si on n'affaiblit pas dans l'opinion publique de manière forte la justice pour préparer l'arrivée au pouvoir, pour mettre en place un régime plus autoritaire, eh bien on se heurte à cet handicap et donc la justice, elle est attaquée sur ses fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Je voudrais juste ajouter un petit mot tout à fait dans votre sens. Nous présentons actuellement, pour quelques jours encore, une exposition qui a été coproduite avec le mémorial de Washington, le mémorial de l'Holocauste de Washington, qui est le plus gros dans le monde, sur les propagandes. Bon. L'intitulé de l'exposition, c'est « Comment l'extrémisme veut tromper le peuple ». C'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire, le but, bien sûr, est de tromper,
Mais de tromper de quelle manière? Bien sûr en diffusant des mensonges, qu'on qualifiera, on y reviendra, etc. Mais aussi en affaiblissant les repères, en affaiblissant la justice, en affaiblissant l'indépendance des médias. Bref, vous l'évoquiez bien, cette préparation de l'opinion et de la société au fond, on prépare, on ébranle, on ne cherche pas à convaincre, on veut juste faire en sorte que les gens ne réagissent plus. Bah oui, si on s'en prend au Conseil constitutionnel, il n'y a pas vraiment de raison de descendre dans la rue. Si on s'en prend à l'indépendance d'un juge ou d'un avocat, il y a tellement de propagande qui viendra dire que c'est parce qu'il avait lui-même, etc., etc. Bon. Donc c'est très important. La propagande ne cherche pas qu'à convaincre. Elle cherche à affaiblir les repères pour pouvoir aller trop loin, plus loin. Tout à fait. On va rester sur c'est une très bonne transition pour arriver à ce versant. On va rester sur le versant de la justice, mais par rapport à la vérité. Vous faites mention dans votre livre, dans l'engrenage identitaire, de la manipulation des faits historiques, de l'inversion du discours, et plus particulièrement ce qu'on appelle aujourd'hui la fake news. Et ce que je voulais savoir, maître, c'est comment légiférer de nos jours, comment la justice peut faire pour légiférer la fake news, et en même temps, une question de fond à vous, messieurs, est-ce que ce besoin de légiférer la fake news n'est pas aussi l'aveu que nous sommes rentrés dans un autre type de société, une société post-vérité, et qu'en même temps, nous manquons aussi peut-être nous-mêmes de souffle pour arriver à la porter, cette vérité? Alors, c'est moi qui commence sur cette question. Déjà, le travestissement des faits et les fausses informations, c'est une infraction pénale qui existe en France depuis 1881, dans la loi sur la presse. On n'a rien inventé et ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est son mode de diffusion et le nombre de personnes qu'elle peut toucher dans l'instantanéité et dans l'accélération du processus d'information. D'une part, et d'autre part, le nombre de personnes qui sont en capacité de les porter, ces fake news. Donc un plus grand nombre de personnes grâce aux réseaux sociaux notamment, mais également, souvent, potentiellement, des institutions, des États même, des candidats d'un parti politique, etc., qui peuvent s'organiser pour les diffuser. Donc c'est un vrai mal qui existait auparavant, mais qui aujourd'hui est d'une ampleur jamais connue. La difficulté aussi, c'est qu'on vient se heurter à la liberté d'expression. On est dans un pays, on est dans une société, dans des sociétés démocratiques, on a le droit de dire beaucoup de choses, on a le droit d'avancer sur beaucoup de choses. Restreindre la liberté d'expression, c'est forcément affaiblir nos libertés individuelles. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qui peut dire ce qui est vrai et ce qui est faux? À qui peut-on faire confiance pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux? C'est ça toute la difficulté. Mais je crois que, et c'est un vrai débat, on sait que les GAFAM, les sociétés qui détiennent les réseaux sociaux, mettent en place des politiques, chacun met en place des politiques pour lutter contre les fake news, avec des modus operandi différents, des visions différentes. On sait qu'il y a eu des propositions de loi qui ont été mises en place, mise en œuvre depuis 2018 en France, et que ça a fait la base, ça a fait la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et que ça a été retoqué à de nombreuses reprises. Donc c'est un sujet sensible, c'est un sujet difficile. Faire la part des choses me semble extrêmement compliqué, et d'autant plus que les réseaux sociaux aujourd'hui, malheureusement, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui fait le plus le buzz, c'est la haine. En un, et c'est les beaux souvenirs familiaux, amicaux, en deux. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit au moins l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on prenne ce qu'il y a de meilleur chez nous, pas ce qu'il y a de pire. Et c'est toute la difficulté de notre société. Donc sur le plan juridique, c'est compliqué. En plus, vous l'avez dit, je terminerai là-dessus, on est dans un pays qui sort une loi chaque fois qu'il y a un problème. Et à force de sortir des lois chaque fois qu'il y a un problème, on empile des lois, les unes sur les autres, et on ne s'y retrouve plus. Donc en fait, il faut de la simplicité. Je pense qu'on avait une loi 1881 sur la presse. Je pense que c'est une bonne base pour lutter. Mais après, il faut... Donc ça, c'est sur le plan de l'arsenal juridique pour lutter contre ça. Et après, je crois qu'il faut aussi... on en revient toujours au même problème, je vais me répéter, je vais faire l'homme qui répète aujourd'hui, mais pour pouvoir appliquer des
Pour pouvoir appliquer certaines mesures et poursuivre les gens qui commettent des fake news, il faut derrière l'ordinateur, derrière l'écran, des gendarmes, des policiers formés, et ensuite il faut des juges pour les juger, qui connaissent bien la loi, qui connaissent bien... voilà. Et donc tout est là, encore une fois. Donc, un des remèdes, me semble-t-il, c'est surtout de s'armer en termes de ressources pour pouvoir traquer et être à la hauteur et à la mesure de l'ampleur de ce phénomène qui, en plus, est corrélé par l'immédiateté. Donc, il faut être dans l'action et la réaction immédiate. Donc, il y a un vrai équilibre juridique à trouver entre un État autoritaire qui brimerait, entre guillemets, qui empêcherait toute information, et un État démocratique qui laisserait trop de fake news apparaître sur les réseaux. Donc c'est un vrai... Ça, pour le coup, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, parce que c'est un peu quelque chose qui a quelques années, et qu'on n'est pas encore suffisamment armé, et on n'a pas encore suffisamment d'expérience pour avancer correctement là-dessus. Alors, je partage cette conclusion, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage collectif et un apprentissage institutionnel à approfondir sur cette question de la liberté d'expression qui est effectivement liée à la question de la ou des vérités. Bon. Moi, ce qu'il me semble, c'est que nous sommes pris à notre, comme sur d'autres points, nous sommes pris à notre propre piège de démocrates, de personnes éclairées par les Lumières, etc., etc. Qu'est-ce que, en tant que démocrates, nous disons? Liberté d'expression. Bon, de même que je l'évoquais tout à l'heure, en tant que démocrates, nous disons élection. Mais ça ne s'arrête pas là. Je l'ai dit pour la démocratie, je vais le dire pour la vérité et pour la liberté d'expression. Qu'est-ce que nous souhaitons mettre en avant en permanence? C'est ce côté de liberté et d'esprit critique. En tant que citoyen, nous apprenons, en tant qu'enseignant, y compris à la fac de droit, j'apprends l'esprit critique. J'ai même, j'ose l'aveu devant vous et devant c'est enregistré, j'ai même fait plusieurs fois, peut-être je crois chaque année, des faux cours à mes étudiants. Des cours où je leur disais en droit des choses avec des fausses références, etc. Rassurez-vous, ça n'allait pas très loin. La fois d'après, il y avait le vrai cours. Ils avaient gratté tout ce que j'avais dit. Et je leur disais, votre devoir, c'est de vous méfier, d'avoir l'esprit critique, y compris à l'égard de votre professeur bien-aimé, génial, etc. C'était moi-même, bien sûr. Bon, c'est votre devoir, l'esprit critique. Mais de quoi est-ce que je m'aperçois maintenant? Je m'aperçois que je ne renie rien de ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Il ne suffit plus de dire liberté d'expression, il ne suffit plus de dire élection, il ne suffit plus de dire esprit critique, parce que l'on voit ces outils ou ces leviers démocratiques pervertis, utilisés, retournés contre la démocratie et les libertés, et les droits et libertés, par ceux qui, consciemment ou pas, ébranlent nos institutions et ces grands principes. Donc, pour moi, ce qui a été évoqué, la question des fake news, mais pas seulement, de ce qu'on appelle les vérités alternatives, entre guillemets, c'est-à-dire des mensonges, de la démocratie libérale, illibérale, c'est-à-dire des dictatures. Bon, en retournant les mots, en utilisant les outils que la liberté nous donne, nous pouvons mettre à bas la liberté. Que faire? C'est donc une occasion, je le disais, d'apprentissage, d'aller plus loin. D'aller plus loin, je l'évoquais sur la démocratie, mais d'aller plus loin sur la vérité. Une fois qu'on a dit pendant des décennies, et on a eu raison, encore une fois moi le premier, qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il faut avoir un recul critique, etc., est-ce que du coup ça permet de dire et de faire n'importe quoi? Évidemment pas. On sait très bien, vous le savez, que d'ores et déjà on peut être condamné pour diffamation, que pour fausses nouvelles, vous l'avez évoqué. Bon. Mais il me semble qu'il faut aller beaucoup plus loin et dire comment peut se construire une vérité sociétalement utile
et robuste. Et là, on s'aperçoit de plusieurs choses, mais je vais insister sur un seul point. Qu'est-ce qui, dans la société, a été le plus élaboré jusqu'à présent pour aboutir à des vérités peut-être non absolues, mais beaucoup plus solides que ce dont on est envahi, les fake news, enfin, tout ce que j'évoquais à l'instant. Bien. Ça a été chaque fois par la construction du débat et du dialogue. Démocratique d'abord. La démocratie, c'est avant tout la capacité à des opinions, pour des opinions différentes, de se confronter, et de se confronter devant le peuple. On part de l'idée, qui en vaut largement une autre, et à mon avis beaucoup plus, que c'est dans cette confrontation que le citoyen peut approcher une vérité sur le pouvoir d'aujourd'hui, telle question écologique ou telle autre. C'est par le débat organisé dans la démocratie. Dans la justice, évidemment, l'avocat, les avocats des parties différentes, le procureur, ils ont tous pour mission institutionnelle de présenter leur part de vérité. Et on considère que c'est l'articulation de toutes ces expressions de vérité partielle qui permet d'approcher la vérité. On est loin de tout ce veau, hein. On a la construction d'un débat judiciaire, on a la construction d'un débat démocratique. Et pour ma part, je ne peux pas oublier la construction d'une vérité scientifique. Qu'est-ce que c'est que la construction d'une vérité scientifique? C'est pas n'importe qui arrive au micro et qui dit « bon, j'ai l'impression que ça repart » ou « j'ai l'impression que… » etc. Non, oui, il a le droit. Il a pardon, tout le monde. Mais attention aux conséquences. À partir de là, il y a le contrôle par les pairs, donc d'autres scientifiques, dans un labo. Comment on fonctionnait dans les laboratoires où j'étais? On faisait un article ou un projet, on le présentait à une réunion à des collègues qui s'empaillaient, nous empaillaient sur « mais non, tu as dit ça, mais tu as oublié ceci, tu ne parles pas de telle théorie, qui que non, etc. » Il en sort quelque chose que l'on présente à une revue scientifique estimable de préférence, qui elle-même le fait… Bon, bref, je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les validations scientifiques, mais on a à l'arrivée, après ce débat scientifique, cette controverse scientifique, à l'époque on disait déjà de la disputation scientifique, dispute en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme, on a une vérité plus élaborée que nous avions ici il y a 2 jours un colloque sur la vérité, les vérités. L'ensemble des chaires UNESCO de France se sont réunis à 20 mètres d'ici autour de cette thématique, avec d'ailleurs des jeunes gens qui sont eux-mêmes tous en quête de vérité, et puis des universitaires qui se confrontent tous aux limites de la vérité scientifique, dont il ne faut pas oublier qu'elle est toujours en progrès. Mais ce que je veux dire, c'est que cela n'est pas parce que l'esprit critique est nécessaire que pour autant on ne peut pas affirmer de façon solide des choses plus vraies que des personnes qui, parce qu'ils ont regardé de travers une image ou parce qu'ils ont envie d'y voir autre chose que ce qu'on y trouve, prétendent avoir la même vérité. Et à mon avis, le travail juridique qui doit être fait doit, c'est ce que j'appelais apprentissage et progrès, doit s'appuyer sur le fait qu'il n'y a probablement pas de vérité absolue et définitive, mais il y a des vérités à un moment donné qui sont beaucoup plus établies que d'autres affirmations qui se présentent comme des vérités. Vous mentionnez à juste titre le temps de l'apprentissage, la patience que cela demande, et ça me mène à ma prochaine question, qui est de dire que ça est en contradiction, à peu près en opposition avec le monde de l'immédiateté dans lequel on vit, le monde de l'instantané. Et donc je me demandais, mais en lisant votre livre, est-ce que ce n'est pas le premier danger auquel nous devons faire face? C'est-à-dire qu'en vivant tout pour aujourd'hui, en pensant peu à demain et en oubliant entièrement le passé, est-ce que nous ne sommes pas en train de préparer la venue des monstres que nous redoutions, justement par l'oubli du temps long? Eh bien, je partage votre réponse, puisque votre question était déjà une réponse. Bon, je partage votre réponse, puisque dans la suite de ce que je disais, bien sûr, je dis bien sûr parce que vous l'avez vous-même, vous avez fait le trait d'union, il va de soi que la complexité du monde
ne convient pas à la rapidité des échanges que l'on peut avoir. Vous voyez le temps que, heureusement, grâce à la LICRA, nous pouvons prendre pour débattre ce soir. En général, on me tend un micro, j'ai 1 minute 20. Et ils font vraiment des efforts parfois parce qu'ils jugent que c'est intéressant parfois, etc. Bon, pour vous donner 2 minutes. Mais à égalité de 2 minutes, qui est plus efficace? Un intellectuel qui essaie de faire approcher la complexité ou un démagogue qui a des idées simples, qui sait ce que les gens veulent entendre et qui le leur dit? Il est évident qu'aujourd'hui, si l'on considère, et c'est ce que nous faisons au Camp des Milles, si l'on considère que éclairer le présent, c'est prendre le recul de l'histoire et des sciences de l'homme, il n'y a quasiment pas de possibilité de recul dans la vitesse et dans l'immédiateté. Et par conséquent, encore une fois, s'approcher de la vérité toujours complexe implique plus de temps que l'affirmation brute des choses. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a un vrai danger. Cela dit, là encore, un apprentissage est possible. On peut, nous l'avons essayé ici, vous avez vu des schémas, vous avez vu, voilà, bon exemple, je dirais, le graphe, l'indice hard dont je vous parlais. Bon, ça nous a fait mal au cœur de ramener des milliers de pages, des dizaines d'heures, etc., à une courbe, mais nous avons pu constater à quel point l'efficacité de cette courbe, si elle est honnêtement produite, et je crois, je vous l'ai dit, je crois que nous l'avons fait honnêtement, elle était beaucoup plus efficace que des centaines de panneaux de muséographie, etc. Bon, donc nous pouvons aussi apprendre avec, en groupe en quelque sorte, parce que plus on réduit les choses, plus il faut être sûr de ne pas tomber dans le piège du simplisme. On peut quand même faire des efforts de simplicité pour, si ce n'est complètement être à égalité avec les démagogues, mais tout au moins apporter dans les mêmes formats des vérités un peu plus solides. Maître, vous souhaitez rebondir sur... Je n'ai pas grand-chose à ajouter. L'écran, c'est un raccourcisseur de temps, et donc c'est un raccourcisseur d'idées. C'est aussi simple que ça, et donc pour comprendre, analyser et émettre une opinion sur des problèmes complexes, il faut disposer du temps nécessaire pour l'appréhender, d'abord culturellement et intellectuellement, c'est-à-dire avoir les connaissances dont on dispose au moment où on réfléchit, et ensuite pour construire intellectuellement son propre raisonnement. Or, on est dans une société, on l'a dit, c'est ce mot d'immédiateté, hein, c'est ce que moi j'appelle la digitalisation des rapports sociétaux, qui est parfaitement contre nature avec la réflexion, à mon avis, approfondie. Comment lutter contre ça? C'est compliqué. D'abord parce que ça ne présente pas, on ne l'a pas dit, mais il faut le dire, ça ne présente pas que des mauvais côtés des écrans. Hein. On est tous toute la journée sur nos téléphones et ça nous rend énormément de services. Il faut le dire. Si on n'admet pas que ça a des côtés positifs, et si on dit que ça n'a que des côtés négatifs, déjà on part sur un mauvais constat. Ça a des effets positifs, ça a des effets pervers et négatifs. C'est contre cela donc qu'il faut lutter. Je crois déjà que parfois il faut savoir se faire violence. Aujourd'hui, on a le recul maintenant des téléphones portables, notamment de l'information continue 24 heures sur 24, etc. On a un recul d'une vingtaine d'années au moins qui nous permet de dire que trop d'écrans, notamment chez les plus jeunes, est négatif et néfaste pour le développement intellectuel des enfants. C'est une réalité. On peut dire oui, on peut dire non, mais aujourd'hui, c'est des réalités médicales largement partagées là-dessus. Bon, ben dans ces cas-là, il faut se faire violence en tant que parent et faire attention au nombre d'heures qu'on fait passer à nos enfants devant ces écrans. Voilà. Il faut les inciter, les inviter, parfois c'est compliqué, à se cultiver, à lire, etc. Donc je ne vais pas être trop long sur cette question, mais encore une fois, il faut être aussi des acteurs de notre propre vie, de nos propres changements et de ceux des générations futures. Donc on a vu pendant le confinement, ça a eu 2 effets, le confinement en France. Le premier, c'est les gens qui ont accru le temps passé sur leur écran, mais il y a eu un deuxième effet, c'est les gens qui ont passé un temps accru dans le plaisir de redécouvrir la lecture de livres papier. Et l'échange
et l'échange, et la discussion, et l'introspection, etc., etc. Et donc, c'est plutôt vers, à mon avis, ce deuxième effet qu'il faut aller pour effectivement que quand on a des sujets, encore une fois, assez compliqués sur le plan intellectuel, le temps est source de réflexion et donc, à mon avis, de bonnes solutions au final. Est-ce qu'on a le temps d'aller un peu trop loin sur le sujet? Vous pouvez. Je peux? Bon. Non, vous allez voir, je dis un peu trop loin parce que là, on est vraiment sur des idées un peu hasardeuses, mais autour de l'idée de prendre le temps. Bon. Prendre le temps de bien faire, prendre le temps de bien penser, prendre le temps de bien écrire, de relire, bref, prendre le temps me paraît décisif. Non seulement pour ce qui vient d'être dit, vous auriez pu très facilement élargir au débat judiciaire, où les magistrats, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, enfin vous l'avez un peu dit au début, mais lié à la question du temps, maître, voilà, bon, ben, voilà, concluer, bon, etc. Alors que il y a parfois des cas, même avec des enjeux très faibles, même les enjeux, un chien écrasé, c'est compliqué parfois. Qui a lâché le chien, qui a élevé le chien, enfin je caricature. Bon, bien sûr. Donc bref, prendre le temps. Mais là où je disais que ça va un petit peu loin, c'est quoi? C'est de dire que il se trouve que moi j'ai travaillé pendant une 30aine d'années comme chercheur sur la perte des repères, qui repose elle-même sur perte des repères sociaux, religieux, moraux, économiques, politiques, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche, familiaux, quelles sont l'évolution des rapports entre hommes et femmes, les rapports de genre, etc. Bien. Partout, déstabilisation, perte de repères, déstabilisation des règles. On parlait même à un moment, faut-il brûler le code du travail, parce que le droit paralyse, le droit gêne, entre guillemets, etc. Bon. Et donc, notre recherche a été de dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces pertes de repères? Et, je fais très court, parce que ça a pris quand même 30 ans, la conclusion, en définitive, comme beaucoup de conclusions simples, vous voyez, ça pourrait marcher même dans un monde de l'immédiateté, c'est de dire qu'une grande partie des gens sont déstabilisés par l'accélération des changements et le développement de la complexité, lui-même lié à l'accélération des changements. Autrement dit, tout va très vite. Quand j'étais plus jeune, on me demandait qu'est-ce que j'envisageais comme profession plus tard au singulier. Maintenant, nous savons à peu près tous que nos enfants auront, en général, plusieurs jobs successifs et qu'il faut donc plus les préparer à l'adaptabilité qu'autre chose. Bon. Nous partions tous de l'idée que le mariage était quelque chose de stable, etc. Les statistiques montrent aujourd'hui que ça n'est loin d'être une généralité. Bref, sur l'ensemble des sujets, nous avons un monde dont les repères, dont les individus et les sociétés ont besoin, dont les repères sont ébranlés. À l'origine, je vous disais, tout va plus vite, beaucoup plus de choix à faire, beaucoup plus de liberté aussi, mais avec ses contraintes. Lorsque l'on fait des études dans de nombreux pays et de nombreuses cultures, on s'aperçoit qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui ne supportent pas les pertes de repères, et de repères extérieurs, et qui du coup en viennent à rechercher des repères forts, y compris un homme fort, une femme forte, y compris une idéologie forte, à laquelle on se remet. C'est Dieu qui m'a dit que, c'est la France qui nous impose que, c'est, etc. Bon. Donc si l'on fait le lien entre cette question de l'accélération des changements, donc du temps, et la question de la démocratie, on s'aperçoit que l'on a tout intérêt, évidemment, à ralentir. Je dois vous dire que quand quand j'en suis arrivé à ces conclusions, je me suis dit, bon, oui, j'ai certainement raison, bien sûr, mais et alors, comment on fait pour ralentir? Et là, je dois dire, divine surprise, ne me tuez pas, est arrivé le Covid et la menace climatique.
qui, des deux côtés, nous ont appris, ce que vous disiez, M. le bâtonnier, fort justement, à nous arrêter contraints et forcés, à découvrir d'autres choses. Donc, un chemin existe en dehors de l'accélération et de la rapidité. Et les changements climatiques, c'est aussi la restriction des échanges. C'est le besoin de se centrer, c'est à la fois, et je trouve ça formidable, le besoin de régulation mondiale ou européenne, etc., mais aussi une certaine restriction, on le voit, la guerre en Ukraine aussi, on s'aperçoit qu'il faut travailler de façon plus proche des différentes nations pour ne pas trop dépendre de cette interaction qui elle-même produisent ce tourbillon. Bref, c'est là que je disais que c'est très hasardeux, mais ce genre de mauvaises surprises ne pourrait-elle pas devenir de divines surprises qui apprennent au monde entier à mieux trier entre ce qui implique effectivement, bien sûr qu'il n'est pas question d'arrêter les transports intercontinentaux, bien sûr qu'il n'est pas question de supprimer le libre-échange, etc. Mais tout de même, tous ces éléments nous montrent que l'on peut faire tout de même autrement pour ralentir ces accélérations. J'ai une question un peu plus philosophique à présent, et pour cela je vais introduire avec une citation de Spinoza qu'il écrit dans son Éthique. Il écrit « Nul ne peut avoir le désir de posséder la béatitude, de bien agir et de bien vivre, sans avoir en même temps le désir d'être, d'agir et de vivre, c'est-à-dire d'exister en acte. » Exister en acte. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes devant le mur des actes justes, qui est ici. Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière. Et donc je voulais savoir, qu'est-ce que cela vous évoque, ce mur des actes justes, et au fond, comment résister aujourd'hui face à ce que nous venons d'évoquer? Alors, peut-être d'abord, je fais remarquer que l'épreuve de philo du bac, c'était il y a 2 jours. Hein. Donc là, c'est bon. Mais bon, on vous pardonne. Oui, d'abord, 2 mots sur ce mur des actes justes. Bon. Les gens savent en général qu'il y a eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale et à l'occasion de la Shoah, des hommes, des femmes qui ont aidé les Juifs au péril de leur vie, des hommes et des femmes non juifs, puisque ne peuvent recevoir la dignité de juste parmi les nations que les non-juifs qui ont aidé au péril de leur vie des Juifs dans cette période. Donc on connaît cette notion de juste. Ce que nous avons voulu de juste parmi les nations, ce que nous avons voulu présenter sur ce mur des actes justes, ce ne sont pas des justes, même si chaque homme et femme qui se trouve sur ce mur pourrait être qualifié de juste. On a voulu présenter des actes qui ne sont pas nécessairement des actes héroïques. C'est un policier qui détourne le regard en laissant partir un enfant et il sauve une vie, sans être nécessairement un héros. Il va peut-être se faire engueuler par son chef, mais voilà. Donc nous avons tenu à montrer aux visiteurs et aux jeunes visiteurs en particulier que l'on pouvait faire le bien, y compris dans les pires circonstances, par des actes simples. Et sur ce mur, vous avez des dizaines, plus d'une centaine d'actes justes dans l'ensemble des génocides dont nous parlons, que j'évoquais tout à l'heure, et on s'aperçoit qu'heureusement, il y en a des milliers. N'oublions pas que 2/3 des Juifs de France ont été sauvés, par eux-mêmes souvent et par leur courage, mais très souvent aussi par des connaissances ou des gens qu'ils ne connaissaient pas, qui les ont aidés contre un système. D'où l'importance, nous l'évoquions tout à l'heure, l'importance des personnes dans tous ces mouvements qui peuvent affaiblir la démocratie, mais qui peuvent aussi la défendre. Les institutions, oui, il faut y veiller, il faut les protéger de 1000 manières, mais encore une fois, ce qui menace la démocratie aujourd'hui, ce sont des mouvements sociétaux, et les mouvements sociétaux, en définitive, c'est qui? C'est vous, plus moi, plus vous, etc., etc. Et c'est là qu'on peut réagir. Donc je crois qu'il est important de mettre l'accent sur l'ensemble de ces actes et de ces courages, parce que le mot est essentiel,
qui peuvent s'opposer au pire avant le pire. C'est l'ambition du camp d'Émile, de prévenir, d'alerter, de permettre de décoder les moments où il faut réagir. Et cela est possible. C'est possible, on l'évoquait tout à l'heure, par le vote, c'est possible de 1000 autres manières concrètes que l'on sera peut-être amené à décliner. Je vous laisse peut-être, M. le bâtonnier, développer ce point. Si on reprend cette citation, finalement, on constate qu'à l'intérieur, il y a à peu près tout ce que l'être humain a de bon. À peu près toute la définition de toutes les qualités qu'on doit tout savoir. Et sauf erreur de ma part, que ce soit moi ou chacun d'entre nous dans cette salle, on ne les a pas toutes et on a même des défauts qui peuvent faire de nous, peut-être pas des tortionnaires, mais en tout cas des gens qui peuvent avoir des mauvais comportements un jour. Et même dans des effets de groupe, de masse, etc., et dans des périodes spécifiques de la société, de la vie en commun, faire de nous des monstres. Ce qui est important, c'est le message qui est porté un peu ici, finalement, c'est de se dire qu'on peut aussi faire des choses bien. On est tous en capacité de faire des choses bien. Il faut le vouloir. Il y en a chez qui c'est instinctif, je pense, et qui le font naturellement. Détourner un regard sans se poser de questions, je pense que c'est un acte instinctif d'un être humain vis-à-vis d'un autre être humain. Bon. Et puis il y en a d'autres chez qui c'est moins naturel, et quelquefois il faut un peu forcer son talent, sa personnalité. Mais je crois que c'est Einstein qui dit que finalement on ne peut pas faire grand-chose pour les gens qui font du mal, mais on peut par contre la difficulté dans la société, c'est les gens de bien qui ne font rien et qui laissent faire les autres. Donc, et donc c'est ce comportement plutôt positif qu'il faut avoir, être propre acteur de sa vie et se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres de pouvoir faire quelque chose de bien sans forcément être un héros. C'est ce qui a été dit. Aimer son prochain, moi je considère souvent que c'est plus difficile que de le détester. Ça demande plus d'efforts. Aider les gens, être fraternel, être bienveillant, ça demande peut-être un peu de s'aimer soi-même déjà, je pense. Parce que quand on a du mal à s'apprécier, on est souvent dans la jalousie vis-à-vis des autres et donc on a du mal à les aider, puisque soi-même on se sent en difficulté, en fragilité. Mais voilà, je crois qu'il faut encore une fois se dire qu'il y a des efforts à faire pour être quelqu'un de bien. Ça n'est pas forcément naturel. Et que si on veut, le matin, justement, peut-être se regarder un peu dans une glace de manière positive, il faut dans sa vie quotidienne, et pas forcément des actes d'héroïsme comme sauver des enfants durant une période sombre de l'histoire, mais tout simplement être poli, aider la petite dame à traverser, être agréable et courtois avec son environnement professionnel et évidemment son environnement personnel, refuser la violence intrafamiliale, etc. Ça demande des efforts, et ces efforts-là, eh bien, il faut savoir les faire. Il faut se forcer parfois à les faire, et après on en prend de bonnes habitudes. Et ici, dans ce lieu, il fait naître des émotions positives et il nous fait... Je crois qu'il participe à nous faire, il participe à nous rendre meilleurs, à nous dire, regardez les horreurs, c'était grave, ces gens-là ont commis des actes abominables, mais au final, il y a aussi des gens qui ont il y a aussi des gens qui ont aidé. Vous l'avez dit, il y a eu 2 tiers des Juifs qui ont été sauvés en France, et donc toujours porter un regard positif, toujours un regard d'espoir. Je crois que c'est des questions qui vont suivre derrière. Et c'est finalement comment on améliore la vie en société et comment on aide son prochain. Je crois que c'est pas au sens religieux tel qu'on peut l'entendre, mais au sens humain, d'humanité. Très bien. Vous souhaitez rebondir ? Oui, enfin je ne sais pas quelle est la question suivante. Peut-être vais-je empêcher sans le vouloir votre question, mais je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, au vu de ce qui s'est passé dans l'histoire, la phrase de Gramsci qui est très connue, mais à mon avis jamais assez, sur le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Autrement dit, nous avons sans cesse 1000 raisons d'observer la banalité du mal, évidemment l'expression n'est pas de moi, de voir toutes ces horreurs que nous présentons, y compris ici. Bon. Mais il n'est pas absurde, ça n'est pas une utopie que de parler aussi d'une certaine banalité du bien.
même si le bien est parfois plus difficile à atteindre que le mal, quoique, beaucoup de gens se sont donné beaucoup de mal pour faire le mal, c'est assez terrible à voir. Bon. On a suffisamment d'exemples dans l'histoire pour montrer que le bien est à la portée de chacun. Et j'ajouterai 2 choses. Premièrement, on sous-estime souvent le poids de la culpabilité sur ceux qui font le mal. Il y a évidemment ceux qui sont complètement désaffectivés, c'est-à-dire qui ne réalisent pas et ne réaliseront peut-être jamais, on ne le sait pas, mais qui peuvent échapper à cette mauvaise conscience. Mais par contre, ce qu'on entend, ce sont des gens simples, résistants et justes, etc., qui disent combien, ça rejoint ce que vous disiez, combien c'était important pour eux de se regarder en face, d'avoir su dire non à un certain moment, j'ai osé, au nom de ma conscience. Nous terminons une partie essentielle du volet réflexif du camp d'Émile, nous terminons par la conscience morale. On a hésité parce que ça a l'air mou comme concept, la conscience morale. Comment la définir, c'est quoi, etc. etc. Bon. Et pourtant, concrètement, quand on interroge ceux qui se sont élevés contre des salauds et des horreurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que, soit ils vous disent c'est instinctif, mais en réalité, ça veut dire quoi instinctif? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, non pas au bout de leurs doigts, mais dans leur cerveau, dans leur cœur, pourrait-on dire, mais c'est leur cerveau aussi, qui leur a dit, tu ne peux pas laisser faire ça. Et je dis souvent aux jeunes qui viennent, parce qu'évidemment, ils se posent la question, mais est-ce que je saurais, etc. Je leur dis souvent, écoute la petite voix qui, à un moment ou à un autre, te dit, ah non, ça c'est pas possible. Écoute-la parce que elle a tendance à passer très vite. Tu as tendance à l'écarter très vite. En général, elle t'apporte des embêtements. Elle te dit de pas hurler avec les loups, de sortir. Voilà. Bon. Mais en réalité, tu seras au fond de toi-même récompensé. Alors, ce n'est pas le but, la récompense, bien sûr. Mais écoute-la parce qu'elle évoque, elle soulève un sujet. Tu peux ne pas la suivre à l'arrivée, te dire non, il y a un souci, mais tout compte fait, je ne vais pas faire ou je ne vais pas refuser. Mais arrête-toi, écoute-la, elle peut être de très bons conseils. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Il y a potentiellement, chez la plupart des humains, cette conscience morale possible qui fait dire non, je ne peux pas laisser faire, je ne peux pas être passif devant ce genre de choses. Nous avons notamment, et peut-être l'image pourra-t-elle passer, nous avons cette image d'un Allemand en 1937 qui, devant Hitler, au milieu d'une foule qui a le bras levé, lui, il est le seul à avoir les bras croisés. Le seul. C'était à Hambourg, au moment du lancement d'un vaisseau de la marine militaire allemande devant Hitler. Ils sont tous comme ça. Il fait ça. C'est tout simple. Et il dit tout de la possibilité, j'allais dire presque sans drame, de dire non, alors que tout le monde est en train d'hurler avec les loups. Cela dit, la résistance n'est pas toujours facile. Tout à l'heure, j'ai évoqué quelques exemples, je vais peut-être en donner d'autres. Tous les jours, nous avons autour de nous des collègues qui peuvent dire des choses racistes, par exemple. Nous recevons, je l'évoquais, des mails où on nous forward des images dans notre famille. Hein, le fameux vieil oncle, etc., que je suis dans certains dîners, moi-même, mais j'espère ne pas dire les mêmes choses, mais on le laisse dire, on ne va pas se fâcher, on le laisse dire, il ne faut plus. Comme je le disais tout à l'heure, quand la démocratie est sur une ligne de crête, quand on est dans un contexte où la dimension identitaire est très forte, et donc les risques d'affrontement entre des groupes réels ou supposés, l'enjeu est trop fort. Et je le disais aussi aux magistrats souvent, je leur disais, écoutez, vous condamnez à juste titre les vols. Bon, à juste titre. Mais
le racisme est rarement et peu condamné, même si la loi existe. Il est sous-estimé au nom du fait qu'il se rattache à une loi sur la liberté d'expression, etc., etc. Mais vous avez le devoir, vous magistrats, vous parquets, vous avez le devoir de défendre l'ordre public. Qu'est-ce qui aujourd'hui menace plus la société dans son ensemble que les actes ou les violences racistes? Il n'y a rien. Le potentiel explosif du racisme et de l'antisémitisme est aujourd'hui présent. Il a toujours existé, mais on voit dans l'histoire jusqu'où il a mené. Pas les vols. Alors encore une fois, ne me faites pas un avocat du vol, mais il faut remettre les choses à leur place. Il y a des processus sociétaux qui sont potentiellement beaucoup plus destructeurs, et notamment les rejets identitaires, les communautarismes fermés, etc., qui sont potentiellement beaucoup plus destructeurs que bien des délits que l'on sanctionne tous les jours. Vous parlez justement de faire le bien, et je vais revenir ici sur le vertige identitaire, puisque votre livre est marqué par à la fois le sceau de l'espérance et celui de la transmission. Vous appelez d'ailleurs la conclusion, vous l'intitulez « Les courages de l'espoir ». Et donc ma question, elle est double. Elle va être comment transmettre à la jeune génération. Et en même temps, Monsieur le Bâtonnier, nous avons un ministère de la Justice, nous avons un ministère de l'Éducation. Qu'est-ce que peut faire la justice pour aller aussi vers l'éducation? Elle est double, messieurs. Je vous en prie. Alors, évidemment, au Camp des Milles, notre hypothèse, notre travail quotidien, c'est l'éducation. C'est c'est ce que nous appelons l'expérience collective. Nous transmettons quoi? Nous disons aux jeunes, mais pas seulement, l'humanité a une expérience collective dont nous sommes tous les héritiers. Ne nous en privons pas. Cette expérience, elle nous dit des choses. Elle nous dit comment le pire arrive. Ne nous en privons pas. Nous partons donc, nous faisons donc le pari que l'homme peut apprendre de son passé. Nous n'avons aucune illusion. Beaucoup d'hommes n'apprendront jamais de leur passé, ni de leur passé personnel, ni du passé collectif. Il suffit de voir à quel point beaucoup de gens divorcent et redivorcent, etc., et pour les mêmes raisons souvent, de divorce en divorce, pour s'apercevoir qu'on n'apprend pas toujours de son propre passé, de sa propre histoire. Bon. Cela dit, beaucoup peuvent apprendre. Et ce que nous cherchons donc à faire, c'est à provoquer ce que j'appelle parfois le courage de mémoire. Pas seulement le devoir de mémoire, pas seulement le travail de mémoire, mais le courage de mémoire. Qu'est-ce que c'est que le courage de mémoire? C'est avoir la capacité et la volonté d'appliquer et de mettre en œuvre les leçons de l'histoire et de la mémoire. Et aujourd'hui, nous en sommes là. C'est cela qu'il faut transmettre, non seulement des faits, une histoire, la connaissance, non seulement des analyses, mais la volonté d'en appliquer jusqu'au bout, au quotidien, les leçons. Monsieur le Bâtonnier. On peut effectivement constater qu'il y a un peu un monde cloisonné entre l'éducation et la justice, bien que ce soit deux fonctions finalement régaliennes de l'État. On a beaucoup de ponts quand même aujourd'hui qui petit à petit se mettent en place et existent. On a des étudiants, des lycéens, des collégiens qui viennent dans les tribunaux et voir vivre la justice. Et puis on a une évolution fondamentale, c'est la loi confiance en l'institution judiciaire, c'est un très large élargissement qui arrive des audiences filmées, ce qui va pouvoir mettre sous les yeux des Français l'œuvre quotidienne de justice, comment les citoyens sont jugés, reçus, entendus et jugés. Ça, c'est un grand pas en avant. Ça a été critiqué, ça a été contesté, avec des arguments pour, des arguments contre. Moi, je considère que si c'est bien encadré, avec des vrais garde-fous, en termes de direct ou pas, etc., ça sera, à mon avis, une façon de faire entrer la justice, la vraie, dans les foyers des Français, alors qu'aujourd'hui, ils sont les spectateurs d'une fausse justice dans des séries, notamment américaines, qui sont très très éloignées de ce qu'est la justice française du quotidien. Donc ça, c'est une façon aussi de désacraliser et de démocratiser plus exactement la justice. Ça, c'est un effet positif.
On a aussi un vrai travail, je crois, les acteurs de la justice, avocats, magistrats, greffiers, de pédagogie. Et c'est vrai que depuis quelques années, le Conseil national des barreaux, qui est l'organe national de la profession d'avocat, et les barreaux locaux, on va dans les lycées, dans les collèges, porter la bonne parole, expliquer ce qu'est la justice, pourquoi c'est quelque chose d'important dans l'équilibre des institutions. Donc voilà, il y a une vraie interactivité qu'on n'avait pas avant. Après, il y a encore, je pense, beaucoup d'avancées, et notamment, je crois que, pas tout jeune, mais je crois qu'à partir de 12-14 ans, il y a quelques notions de base de fonctionnement de la justice et aussi sur les libertés individuelles et sur les libertés fondamentales qui devraient être enseignées, discutées de manière peut-être un peu vivante. Quand vous dites c'est une liberté fondamentale, la liberté d'expression c'est une liberté fondamentale, évidemment tout le monde vous dit oui, ben c'est bon, je dis ce que je veux, c'est la liberté d'expression, mais c'est pas ça la liberté d'expression, c'est pas que ça, c'est techniquement compliqué, juridiquement compliqué. Et donc, en l'enseignant, je pense, avec des professionnels, en le jouant dans le cadre de procès, en reconstituant des procès célèbres où la liberté d'expression était attaquée, et en expliquant pourquoi les juges ont jugé de telle ou telle manière, je pense qu'effectivement, la justice, aux yeux des Français, son image serait restaurée, et on verrait que finalement, elle ne fonctionne pas si mal. On verrait sans doute aussi que si elle fonctionne mal parfois, c'est encore une fois, je vais me répéter ce soir, mais je vais le redire parce que de toute façon, je le martèle depuis maintenant 2 ans que je suis bâtonnier, pas encore 2 ans, mais 1 an et demi, et puis depuis 20 ans que je suis avocat, c'est parce lorsqu'elle dysfonctionne, c'est parce que souvent, elle est soumise à des contraintes en termes de flux qui ne sont plus humainement admissibles, et donc soit ça crée des retards, parfois ça crée des dysfonctionnements, et il y en a, hein, ça arrive malheureusement, parce tant que la justice sera humaine, et j'espère qu'elle le sera le plus longtemps, qu'on ne sera pas jugé par des ordinateurs et des algorithmes, même si ça va évoluer de ce côté-là, mais tant qu'elle sera humaine, il y aura des erreurs. Le jeu, c'est de faire qu'il y en ait le moins possible, qu'il y ait le plus de garde-fous possible, et pour ça, il faut, encore une fois, des moyens et des moyens financiers et humains. Très bien. Souhaitez-vous rebondir sur... Oui, peut-être 2 ou 3 choses. La première, en vous écoutant, j'avais sous les yeux ce dessin qui vous sera peut-être montré à l'écran, je ne sais pas. Et sur ce dessin, on voit une foule de gens dont chacun se dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à moi tout seul ?» Bon, ça aussi c'est un frein au quotidien. Plein de gens qui vous disent bon, « Tu veux que je fasse face à ça, c'est impossible, ça me dépasse, etc. » Mais les gens ignorent qu'ils ne sont pas seuls à se poser la même question et qu'ils ne sont pas seuls à souhaiter s'engager. Et qu'il faut, malgré l'immédiateté, le temps passé sur les ordinateurs à ne pas rencontrer les vrais gens, etc., tendre la main, s'interroger. Je dois le dire, je dois l'avouer même, c'est l'un des objets des multiples colloques que nous faisons ici. Ce n'est pas seulement pour approfondir les sujets, c'est pour que les gens se connaissent. Pour que les gens puissent, le jour venu, s'ils ont une difficulté, magistrats, avocats, etc., ils se sont entendus parler, ils se font confiance, ils vont aller se rencontrer et dire « et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas ?» etc. Bon. Donc il y a ce premier point, attention, on n'est jamais seul contre l'injustice. Jamais. Bon. Simplement, il faut faire un peu l'effort d'aller vers d'autres. La deuxième chose qui est aussi une bonne nouvelle, peut-être la meilleure nouvelle que je peux porter aujourd'hui, c'est que quand les jeunes, même les plus éloignés de notre culture, de cette histoire, etc., lorsqu'ils viennent ici, ils sont souvent réticents, obligés de venir avec leur classe, avec leur groupe, avec leur centre social, avec leur club sportif, etc. Écoutez, d'une façon générale, non seulement ça se passe très bien, mais on voit les yeux qui s'allument, comme les yeux de ces jeunes, comme parfois beaucoup plus qu'avec d'autres groupes de lycées, de collèges ou de structures beaucoup plus intégrées, je dirais, à la culture dominante. Bon. Pourquoi ? Nous leur parlons de ce qu'ils vivent. La soumission aveugle à l'autorité du petit chef, l'effet de groupe, ils le vivent tous les jours. Et alors qu'ils viennent ici avec l'impression qu'on va leur bourrer le crâne de je ne sais quoi, de juifs, de la Shoah ras-le-bol, etc., ils s'aperçoivent qu'on parle de l'homme, de l'humain, qu'on parle d'eux, qu'on parle du racisme, dont ils peuvent être eux-mêmes les porteurs. C'est le but. Et nous avons recruté certains de ces jeunes.
notamment un jeune boxeur en particulier que nous avons recruté, tellement il a été accroché par le discours que nous tenions, et il dit maintenant aux autres jeunes qui viennent comme lui, comme lui est venu, il leur dit, mais moi aussi j'avais pas envie de venir, moi aussi tout ça, ça me gonflait, bon, mais maintenant je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Donc il y a une espèce d'efficacité particulière dans le discours et dans la pédagogie qui s'applique en particulier, nous allons dans quasiment toutes les prisons de France maintenant. Bon, ça peut s'appliquer dans les prisons. Nous travaillons beaucoup avec la protection judiciaire de la jeunesse, nous avons un accord national et ils viennent et ils reviennent depuis des années et des années, donc on sent que ça peut apporter. Une dernière question, messieurs. Dans 100 ans, le génocide des Arméniens aura plus de 200 ans, la Shoah plus de 180 ans. Que pensez-vous que l'on peut adresser comme message aux générations prochaines qui nous succéderont dans 2, 3, 4 générations? Que souhaiterez-vous qu'ils entendent, peut-être, à travers l'image qui sûrement restera? Effectivement, les images maintenant survivent à nos pauvres personnes, et encore heureux, j'allais dire. Ce qu'on pourra dire, c'est que si dans 200 ans, ou 300 ans, ou 100 ans, on parle encore des deux génocides dont vous venez de parler, ça voudrait dire que sans doute, il n'y en a pas eu entre-temps. Donc ça sera plutôt une bonne nouvelle, et peut-être, j'espère, par les quelques heures qu'on a passées ici, à notre modeste niveau, on aura participé à faire que de telles horreurs ne se reproduisent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je reprends une citation de Freud. Freud disait, même dans les sociétés démocratiques, les plus démocratiques, les états psychiques primitifs peuvent toujours rejaillir. Donc, je dirais qu'il faut beaucoup de vigilance et que plus on s'éloigne de ces événements dramatiques, et plus on a besoin de continuer à le faire vivre parce que la mémoire des hommes, vous disiez à l'instant qu'il y aura encore des films quand on sera mort, mais ceux qui ont vécu cette période, ils ont quasiment tous disparu. On a les derniers là, petit à petit. Et cette transmission, elle doit passer de génération à génération. C'est à nous maintenant de transmettre aux plus jeunes. Et pour terminer sur cette question, je dirais simplement que j'espère, à titre très personnel, que dans 100 ans, 200 ans, si ma descendance a elle-même une descendance, eh bien, ils se diront dans leur tête, tiens, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, un jour du mois de juin 2022, il était au camp d'Émile pour expliquer, enfin pour témoigner et participer à des discussions, à des échanges pour démontrer combien nous devons effectivement être vigilants face à la montée d'une certaine violence et face à des horreurs de la guerre, des génocides, etc., qu'on a connus et qui, encore une fois, peuvent très bien en revenir et beaucoup plus facilement que certains le pensent. Monsieur Chouraki, vous avez le dernier mot. Oui. C'est vrai que moi, j'irais presque plus loin en disant que j'aimerais que l'on n'ait pas à évoquer ces sujets dans 100 ans ou 150 ans. Non seulement parce que, vous l'avez fort bien dit, il n'y aura rien eu d'autre depuis, mais parce que le monde sera mieux régi, les relations entre humains seront régies de façon bien meilleure qu'aujourd'hui par la beauté, l'amour et la bienveillance. Bon, je n'y crois pas vraiment, donc, mais tout de même, il ne faut pas... le pire n'est jamais sûr, le meilleur non plus, mais il n'est pas impossible non plus. Non, ce que je dirais, c'est que, au fond, sauf si beaucoup d'éléments fondamentaux ont changé, c'est possible, je leur dirais qu'il faut apprendre du passé pour mieux vivre son présent et pour pouvoir aimer demain. Pour pouvoir s'aimer demain et pour pouvoir aimer l'idée du lendemain. Ce qui se passe aujourd'hui est en train d'abîmer l'image de demain. Beaucoup d'entre nous, y compris beaucoup de jeunes et d'enfants, ont une image du présent qui pèse sur leur futur. On s'interroge sur les dégâts du Covid dans le rapport des enfants à la société. On voit des impensables, qui ne sont pas de vrais impensables, se reproduire. La guerre à nouveau en Europe. On s'était habitué, comme s'il s'agissait de sauvages,
à ce que la guerre existe ailleurs. Donc, on appelle ça de l'impensable. La vie sur Terre peut s'arrêter à cause des changements climatiques. Le fait que l'on parle d'impensable est très révélateur. Ce sont en fait des impensés, au mieux, et le plus souvent, ce ne sont même pas des impensés, ce sont des choses qui ont été pensées et enfouies. Alors, plus réalistement, de façon plus réaliste que ce que je disais au début, je leur dirais pour aimer demain, regarde ce qui s'est passé hier, empêche le retour du pire aujourd'hui et ouvre la voie à l'amour demain. Et puis une dernière citation à laquelle je tiens doublement parce que j'y attache beaucoup de sens et parce qu'elle vient de mon père, ancien résistant. Bon, vous me pardonnerez, c'était égocentrisme. Mon père disait le combat pour la fraternité et la justice n'est jamais gagné, mais il n'est jamais perdu non plus, à condition de le mener. Sur ces belles paroles, messieurs, je tenais à vous remercier pour cet éclairant échange qu'on a eu et complexe à la fois autour de ce livre, Le Vertige identitaire, publié chez Actes Sud. Encore une fois, merci.